Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anaïs Petitjean. Je suis le point focal du projet FSIP et de la plateforme AgriPDB qui est soutenue par la plateforme AgriPDB et je participe aussi aux efforts de communication de cette plateforme qui est hébergée par le FIDA. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à cette dernière session qui est consacrée donc aux indicateurs clés de performance. Cette session en français clôt un travail qui a été lancé en mars afin de mieux comprendre comment les banques publiques de développement peuvent renforcer la mesure de l'impact dans les domaines de l'agriculture et du développement durable. Donc la première session avait été consacrée notamment à la gouvernance et à l'intégration stratégique de l'impact par les banques publiques de développement. Et la deuxième session que nous avons eue en avril s'était concentrée plutôt sur les tendances actuelles et les nouveaux défis liés à l'élaboration justement de ces indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, comme lors des deux sessions précédentes, nous sommes accompagnés de nos experts Nabil Kesraoui et Nejib Agili, avec qui la collaboration. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré pour ce groupe de travail. Ces deux experts ont mené une enquête cruciale sur les indicateurs clés de performance. euh, et leur impact en fait pour le financement de l'agriculture par les banques publiques de développement agricole. Et aujourd'hui particulièrement, ils vont aborder les principaux défis liés à la qualité des données et également l'hétérogénéité des systèmes et au caractère en fait incomplet des ensembles de données. Mais ils vont aussi également présenter des solutions concrètes et proportionnées qui sont adaptées aux réalités opérationnelles et aux capacités des banques publiques de développement agricole. Nous sommes également très heureux d'accueillir Monsieur Kojo Villagno, qui est responsable opération et projet au sein du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA au Togo, et Monsieur Béchir Bembrika, qui est fondateur et CEO de SmartSoft Pro, qui est une start-up en Tunisie. Et tous ensemble, donc la discussion va porter à démontrer que la gestion des données en fait devient un levier clairement stratégique pour mieux suivre l'impact et renforcer la responsabilité, améliorer la prise de décision et mieux mettre en évidence la contribution des institutions financières au développement durable. Enfin, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais particulièrement remercier la Banque publique allemande de développement et d'investissement KfW qui a rendu possible cette série de webinaires. Donc merci beaucoup. Et juste encore avant de commencer dans le cœur du sujet, on voudrait essayer de comprendre quelle est votre utilisation et quelle est votre connaissance des indicateurs clés de performance. Donc je vais lancer un petit sondage qui va normalement apparaître devant votre écran. Ce sont deux questions. La première est comment votre institution collecte-t-elle aujourd'hui les données d'impact agricole? Est-ce que c'est principalement sur papier, ou alors avec Excel? Si c'est à travers des formulaires mobiles, ou bien à travers des systèmes MIS, ERP intégrés avec des tableaux de bord automatisés? Ou alors est-ce que vous utilisez plus particulièrement des données externes, comme celles de la FAO, des statistiques nationales? Puis la deuxième question est quel est selon vous le principal obstacle à la qualité de vos données d'impact? Est-ce qu'elles sont incomplètes ou bien est-ce que c'est dû au fait que c'est difficile de tracer le lien entre le financement et les résultats terrain, ou bien parce qu'il y a un manque de capacité interne, ou un manque ou parce qu'il n'y a pas de dictionnaire d'indicateurs partagés entre les équipes? Ces petites questions vont nous aider à pouvoir ensuite mieux diriger notre discussion. Donc, je vois qu'il y a quelques réponses déjà. Je vais attendre un petit peu et puis je partagerai les résultats. On est à 33% de participation. Et j'en profite aussi pour dire à, à clôturer aussi, si vous voulez, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à lever la main et intervenir dès que vous le souhaitez. Bon, je vais finir le petit sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, pour la première question, comment votre institution collecte-t-elle aujourd'hui les données d'impact agricole?
On a 25% qui le collectent à travers des formulaires mobiles, 25% aussi à travers des systèmes MIS ERP et 50% qui utilisent principalement des données externes. Et pour la seconde question, quel est selon vous le principal obstacle? 25% estiment que c'est le fait que les données soient incomplètes, surtout par les petits agriculteurs, et 75% mentionnent un manque de capacité interne. Donc voilà pour l'introduction au sujet d'aujourd'hui. Et je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Nabil Kesraoui qui va enfin rentrer dans le cœur du sujet. À vous la parole, Nabil. Ok, ok, juste un moment. Voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, il n'est pas encore en plein écran, mais on le voit bien. C'est bien, il est partagé? Oui, là c'est bon. Ok. Merci Anaïs et à tous les participants. Donc, bonne soirée. On est à la fin de notre projet sur les indicateurs d'impact. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la première partie, puis céder la parole à mon collègue Najib pour suivre. Donc, ce troisième webinaire, il est consacré, comme l'a mentionné Anaïs, aux indicateurs d'impact des banques publiques de développement agricole. Donc, on a parlé dans la première session de l'intégration stratégique de l'impact. On a vu que la question de l'impact, il ne s'agit pas de calculer uniquement des indicateurs, mais c'est un processus purement stratégique qui doit être de bout en bout. Puis, on a identifié lors du deuxième webinaire le dictionnaire des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, nous abordons une question qui est très très importante, qui est cruciale, qui est opérationnelle. Comment collecter, comment organiser, valider les données nécessaires pour produire ces indicateurs crédibles. Donc il ne s'agit pas uniquement de pouvoir calculer, mais il faut tout d'abord avoir une certaine certitude que ces indicateurs sont fiables et sont utilisables par la suite pour la prise de décision. Beaucoup d'institutions font face aux mêmes difficultés. Données dispersées, systèmes hétérogènes, informations incomplètes et collecte encore souvent manuelle. Donc la bonne nouvelle est qu'un système fiable ne nécessite pas une technologie sophistiquée. Dès le départ, l'essentiel, c'est d'adopter une démarche purement progressive et proportionnée, du manuel vers le semi-digital, puis, lorsque cela est pertinent, vers les technologies avancées comme la télédétection et le système d'information géographique. Donc, la gestion des données d'impact est un parcours progressif, pas une course technologique. Donc, notre webinaire aujourd'hui, il est structuré autour de 5 thèmes. Donc, nous commencerons par les principaux défis liés aux données et aux sources mobilisables, comme a été mentionné dans le Q&A lancé par Anaïs. Nous verrons ensuite le passage des systèmes manuels aux approches semi-digitales, puis digitales. Et troisièmement, nous présenterons les technologies avancées, imagerie satellite, télédétection, système d'information géographique. Quatrièmement, nous aborderons les méthodes pratiques de contrôle qualité et de validation qui sera présentée par mon collègue Najib. Et enfin, nous proposerons une feuille de route réaliste de la digitalisation à mettre en œuvre étape par étape. Et c'est le dernier volet qui représentera l'objet d'une assistance technique éventuelle exigée par les PDBs auprès des différents bailleurs. Avant d'entrer dans le contenu technique, donc précisons les acquis attendus de cette session. Donc l'idée centrale, elle est simple. Une mesure d'impact robuste repose d'abord sur une gestion rigoureuse des données. Concrètement, il faut savoir d'où ils viennent, ces données, d'où elles viennent, comment elles sont collectées, comment elles sont vérifiées, puis comment elles sont transformées en indicateurs capables d'appuyer la décision et le reporting externe. Nous verrons comment les banques publiques de développement agricole peuvent renforcer progressivement leur système, des processus manuels simples vers des solutions digitales structurées, puis vers des technologies avancées comme la télédétection et le système d'information géographique. À la fin,
de la session, les participants pourront identifier les sources de données pertinentes, choisir des méthodes de collecte adaptées, mettre en place des contrôles qualité et définir une feuille de route réaliste de la digitalisation. Avant de concevoir les indicateurs d'impact, il faut connaître les contraintes de données auxquelles la plupart des institutions sont confrontées. Nous pouvons les regrouper en 5 grands obstacles structurels. Premier obstacle, c'est l'hétérogénéité. Les données sont souvent réparties entre le crédit, entre le risque, entre la finance, les agences, avec des formats et des codifications différents. Deuxième obstacle, c'est la complétude. Les informations manquent souvent pour les petits exploitants, les activités informelles et les bénéficiaires de dernier kilomètre. Troisième obstacle, c'est la qualité. La saisie manuelle génère des erreurs, des doublons, des incohérences, ce qui fragilise la crédibilité du reporting. Le quatrième obstacle, c'est la traçabilité. Il est très très difficile de relier directement le financement de la banque aux résultats observés sur l'exploitation ou l'entreprise. Et le dernier obstacle, ce sont les coûts et les capacités. Les budgets les ressources humaines, la connectivité rurale sont souvent limités et ce qui a été très très bien mis en valeur lors de vos réponses, étant donné que 50% des répondants ont mis en valeur cet obstacle. Ces défis sont normaux. L'enjeu est de mettre en place des systèmes pragmatiques qui améliorent progressivement la fiabilité des données. Une fois les défis identifiés, la question suivante est d'où peuvent venir les données? Voilà. D'où on va extraire ces données. Les indicateurs d'impact ne sont presque jamais construits à partir d'une seule source. Ils combinent plusieurs sources complémentaires. Et c'est ça l'originalité du travail de consultance. La première source, c'est le système interne, le système d'information de gestion, qu'on appelle le core banking. Il fournit des données clients, portefeuille, secteur, zone géographique, performance historique. La deuxième source est constituée par les bases opérationnelles, les demandes de crédit, les KYC, les bénéficiaires effectifs, les garanties demandées et les suivis du remboursement. La troisième source, on la trouve au niveau du terrain. Les enquêtes permettent de mesurer les éléments absents des systèmes bancaires, les rendements agricoles, les emplois créés, les pratiques durables ou sécurité alimentaire. Des outils comme Kobo Toolbox ou ODK améliorent fortement l'efficacité et la fiabilité. La quatrième source est externe, statistiques nationales, FAO, Banque mondiale, données, météo ou proxy satellites comme le NDVI, qui Normalized Difference Vegetation Index, qu'on appelle indice de végétation par différence normalisée, qui est un indicateur utilisé en agriculture, télédétection et suivi environnemental pour mesurer l'état de santé de la végétation à partir d'images satellites ou drones. Donc, comme vous voyez, chers participants, en combinant ces sources, l'institution peut produire des indicateurs solides tout en limitant les coûts additionnels. Cette slide illustre le cheminement progressif des institutions pour renforcer les systèmes de données d'impact. Le premier niveau correspond à l'approche purement manuelle. Formulaire, papier et consolidation Excel. Là, c'est le niveau primitif de démarrage pour calculer l'impact. Mais ceci étant, c'est important de passer par ce premier niveau. L'investissement initial est faible, mais l'effort manuel est colossal. Il est important, des erreurs fréquentes et les preuves sont limitées. Le deuxième niveau, c'est l'approche semi-digitale. Les données terrain sont collectées via Kobo Toolbox ou ODK, puis consolidées dans des feuilles cloud ou tableaux de bord. La qualité s'améliore grâce aux coordonnées GPS, photos redatées et contrôle des superviseurs. Ce niveau d'offre offre souvent le meilleur compromis entre le coût, la fiabilité et la faisabilité opérationnelle. Troisième niveau correspond à l'approche digitale et technologique, et c'est là où on assiste à l'intégration des indicateurs dans le système d'information ou l'ERP, avec appui du système d'information géographique et la télédétection et des données satellites. Même si l'investissement initial est plus élevé, l'automatisation réduit l'effort manuel et renforce l'auditabilité.
Pour la plupart des banques agricoles publiques, le niveau 2, c'est un niveau qui est le meilleur point de départ. Examinons maintenant les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux à travers les approches d'estimation de ces indicateurs. On commence par les indicateurs économiques. Donc, le premier indicateur, c'est l'indicateur de l'inclusion financière. Donc, c'est la part des clients accédant au crédit formel pour la première fois, ce qu'on appelle le New to Credit. Les données sont généralement disponibles dans le système d'information ou la base de données en relation, complémentées par un champ dans le formulaire de la demande de crédit indiquant si le client a déjà reçu un financement formel. Cet indicateur est utilisé par des institutions comme ACLI Africa pour suivre l'inclusion financière. Le deuxième indicateur, c'est le ratio de levée financier ou effet catalytique. Il mesure le capital privé mobilisé pour chaque unité financière par la banque publique. Il se calcule à partir des décaissements internes et des informations transmises par les cofinanceurs, investisseurs ou bénéficiaires. Le troisième indicateur est la prime de prix producteur. Il compare le prix reçu par le producteur au prix de marché de référence. Il repose sur deux sources, les contrats au prix d'achat et les séries de prix de marché provenant des statistiques nationales ou pas spécialisées. Donc, comme vous voyez, à ce niveau-là, les KPIs économiques sont souvent les plus simples à mesurer car ils s'appuient surtout sur des données financières et opérationnelles existantes. Passons maintenant aux indicateurs sociaux. Ils répondent à une question centrale. Qui bénéficie du financement? Et comment les conditions de vie évoluent-elles? Et là, c'est une question cruciale. Moi, en tant que praticien de la microfinance, on a toujours essayé de répondre à cette question. Est-ce que, avec le microcrédit, on est en train de changer les conditions de vie de nos bénéficiaires? La réponse à cette question n'est pas aussi évidente. Le premier indicateur concerne l'autonomisation des femmes. C'est la part du financement destiné aux entreprises dirigées par les femmes ou bénéficiaires à des femmes. Les données proviennent généralement des formulaires du crédit, du KYC et des informations sur les bénéficiaires effectifs. Il suffit souvent d'ajouter un champ sur le genre du bénéficiaire principal ou la part des femmes bénéficiaires. Le deuxième indicateur concerne les jeunes bénéficiaires. Par exemple, les moins de 35 ans. C'est un indice qui est international auprès de tous les bailleurs de fonds. Il est facile à calculer à partir de la date de naissance dans le registre client. Le troisième indicateur porte sur la sécurité alimentaire, notamment le Food Consumption Score, le FCS. Cette donnée n'est pas disponible dans les systèmes bancaires. Elle doit être collectée via des enquêtes terrain sur un échantillon représentatif, souvent 10 à 15% des bénéficiaires. Les outils comme Kobo Toolbox ou ODK rendent cette collecte plus rapide et moins coûteuse. Donc, le troisième indicateur, comme vous avez vu, c'est un indicateur qui n'est pas aussi évident à calculer. D'accord? Cet indicateur permet d'évaluer si les ménages financés par la banque ont accès à une alimentation suffisante, régulière et diversifiée. Contrairement aux indicateurs financiers classiques, qui sont le montant du crédit, le taux de remboursement, le nombre de clients financés, le FCS n'existe pas dans le système d'information bancaire. Une banque peut savoir qu'un agriculteur a reçu un crédit ou qu'il a remboursé correctement, mais elle ne sait pas automatiquement si ce financement a amélioré l'alimentation de sa famille. Par exemple, une banque publique de développement finance des petits producteurs de céréales, des éleveurs, des maraîchers. Après 12 mois, elle peut vouloir savoir si ses bénéficiaires consomment plus souvent des aliments variés, céréales, légumes, protéines animales, légumineuses, etc. Pour cela, il faut organiser une enquête terrain auprès d'un échantillon représentatif, par exemple 10 à 15% des bénéficiaires. Concrètement, les enquêteurs peuvent poser des questions simples du type durant les 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il consommé des céréales? Ou combien de jours vous avez consommé des légumes, etc. Et à partir des réponses, on calcule un score qui permet de classer les ménages en plusieurs catégories: consommation alimentaire faible, limite ou acceptable. Cela aide la banque à mieux comprendre l'impact réel de ses financements agricoles. Par exemple,
Un producteur laitier financé pour acheter de vaches peut améliorer ses revenus, mais aussi augmenter la consommation de lait au sein du ménage. Donc, des outils comme Kobo Toolbox ou ODK facilitent énormément ce travail. Au lieu d'utiliser des formulaires papier, les enquêteurs collectent les réponses sur smartphone ou tablette, etc. Concluons cette partie avec les indicateurs environnementaux qui sont de plus en plus importants pour la finance agricole et le reporting climatique. Ces indicateurs permettent de montrer comment les financements contribuent à la résilience climatique, à l'efficacité des ressources naturelles et à la protection de la biodiversité. Donc, le premier exemple, c'est l'agroécologie. L'indicateur mesure la part des exploitations adoptant des pratiques régénératives, rotation des cultures, couverts végétaux, agroforesterie ou travail réduit du sol. Les preuves peuvent venir de visites annuelles, formulaires mobiles, photos géolocalisées et horodatées. Le deuxième indicateur, c'est l'efficacité de l'eau mesurée en mètres cubes par hectare ou par kilogramme produit. Les données peuvent provenir de registres de production, compteurs d'irrigation, estimations techniques ou références de la FAO Aquasat. Troisième exemple, c'est la réduction des émissions de CO2. Elle est souvent estimée par des facteurs paramétriques alignés sur les méthodologies de IPCC ou CDM sans mesure directe coûteuse. IPCC signifie Intergovernmental Panel on Climate Change, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il sert à produire des méthodes reconnues pour estimer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple les émissions liées au diesel, aux engrais, à l'élevage. Et CDM signifie Clean Development Mechanism, c'est-à-dire le mécanisme de développement propre, ou MDP. Il sert à démontrer qu'un projet permet réellement de réduire des émissions de CO2 par rapport à la situation normale. Le quatrième exemple, pour finir, la biodiversité qui est mesurée par les hectares protégés ou restaurés avec preuve du système d'information géographique, de gestion ou certification. Donc, comme vous voyez à ce niveau-là, les indicateurs ou les KPI environnementaux peuvent être mesurés de manière proportionnée grâce aux observations terrain, modèles paramétriques, proxy, satellites et systèmes d'information géographique. Après les exemples d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux, la question est comment construire un système de données fiable. Nous recommandons 6 bonnes pratiques. Premièrement, standardiser avant de digitaliser. Il faut définir un dictionnaire de KPIs précisant formule, source, fréquence, responsable et méthode de vérification, chose qui a été mise en valeur lors du premier webinaire. La deuxième bonne pratique, c'est d'utiliser des formulaires mobiles structurés. Kobo Toolbox, ODK, permettent de rendre certains champs obligatoires, d'appliquer des contrôles logiques sur les champs obligatoires et de capturer la position GPS des photos horodatées. Troisièmement, appliquer un échantillonnage intelligent. Il n'est pas toujours nécessaire de couvrir tous les bénéficiaires. On peut se limiter à un échantillon de 10 à 15% de la population. Quatrièmement, instaurer une validation centrale et des boucles de feedback, valeurs manquantes, incohérences, doublons, anomalies, doivent être suivies mensuellement. Et là, le rôle de la partie contrôle qui sera évoqué par Najib tout à l'heure. Cinquièmement, utiliser des modèles paramétriques pour les émissions, l'eau ou les gains de productivité. Et enfin, la chose qui est d'ordre purement stratégique, c'est d'intégrer la mesure d'impact dans tout le processus de crédit de bout en bout afin d'éviter des systèmes parallèles. Et cette partie a été très très bien mise en valeur lors du premier webinaire. Donc, comme vous voyez, à ce niveau-là, la robustesse vient du processus discipliné, de définition claire et d'une intégration progressive. Avant d'aborder le workflow qualité, passons rapidement en revue les principales technologies utiles à la mesure d'impact. Donc, la première chose, c'est le système d'information intégré permet de consolider les données clients, les prêts, les KPI dans une source unique de vérité. Sa limite principale est le coût et la complexité de la configuration. La deuxième
les applications mobiles de terrain comme Kobo Toolbox ou ODK qui facilitent la collecte en ligne et hors ligne avec GPS et photos et améliorent fortement la qualité des données. La télédétection utilise des images satellites pour suivre l'état des cultures, la végétation et l'occupation des sols. Quatrièmement, les plateformes de systèmes d'information géographiques permettent de cartographier les projets financés et d'analyser les risques spatiaux. Et enfin, les proxys satellites, comme les données de pluie, de végétation, offrent des signaux fréquents et peu coûteux. La technologie, comme vous voyez au niveau de cette slide, doit être choisie en fonction de la valeur ajoutée, du coût, de la complexité, mais elle reste un moyen, pas une finalité. Donc, quelle que soit la technologie, le reporting dépend surtout d'un processus rigoureux de qualité et de validation. Voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour céder la main à mon collègue Najib pour parler de la partie de la qualité de l'information et du process stratégique de la transformation digitale. C'est Najib. Merci Nabil, merci pour cette première partie. Donc, je reviens surtout sur un résultat du pôle, du premier pôle de questions. Donc, on a pu remarquer que le manque de capacité interne est l'un des premiers obstacles. Et donc, si on parle de toutes ces technologies, le renforcement de capacité est un point crucial sur lequel on doit se concentrer et de prévoir suffisamment de ressources pour passer d'une situation initiale de collecte manuelle jusqu'à la collecte digitalisée. Donc, est-ce que l'écran est partagé maintenant? Oui, oui. Très bien. Donc, maintenant, on va se focaliser sur la partie, le process de qualité de données et les systèmes de validation. Donc, c'est un process qui se base sur quatre principales étapes. Donc, la première étape, c'est la définition de KPI, d'un dictionnaire de KPI donc, et des standards avant de commencer. Donc, une définition exacte, claire, avant toute collecte de données où chaque KPI doit disposer d'une fiche descriptive, d'une définition, formule, des sources de données fiables et une fréquence de collecte avec bien évidemment la désignation des responsables et les limites qui sont connues au préalable. Donc ici, la règle absolue est pas de fiche pour l'indicateur, donc on ne fait pas de reporting sur cet indicateur. Et la deuxième étape, c'est la collecte et la validation de terrain où les formules doivent avoir des règles claires et des étapes de validation, donc où la qualité se base sur des scorecards, donc où la complétude des informations, l'exactitude des données collectées, donc il n'y a pas de données aberrantes, les erreurs de saisie aussi à traiter et la cohérence des données, pas de doublons, pas d'incohérence entre les différentes sources et aussi des sources traçables et des preuves de traçabilité sont exigées. La troisième étape, c'est le contrôle qualité à échelle siège avec des revues mensuelles des données consolidées pour bien évidemment évaluer le taux de complétude, revoir le pourcentage des données aberrantes et bien évidemment le score qualité avec des données reportées dans le dashboard de management et finalement un audit externe
pour vérifier sur une sélection de 10 à 20% des indicateurs et revoir la méthodologie et la cohérence des hypothèses de collecte, ce qui est généralement requis pour accéder surtout à la finance verte et répondre aux exigences de reporting GCF. Dans tout cela, nous regardons quatre règles d'or de la qualité des données. Donc, la première, c'est que un KPI non défini dans le dictionnaire, il n'est pas reporté. Donc, pas de reporting pour un KPI qui n'est pas bien défini. Les lacunes de données sont documentées et expliquées, mais jamais dissimulées. Donc, il faut être clair sur cet aspect-là. Et finalement, la précision revendiquée dans les rapports doit correspondre à la méthode réellement utilisée et les proxys sont nommés et toutes les hypothèses sous-jacentes sont bien expliquées. Donc, réaliser toujours des vérifications externes. Maintenant, si on passe pour voir les trois niveaux de maturité, donc le niveau 1, c'est les données manuelles. En réalité, toute démarche de maturité des données commence quelque part. Et le niveau 1, c'est les données manuelles, représente le point de départ avec une consolidation manuelle sous Excel et un coût initial minimal. Mais cette approche peut fonctionner pour l'apprentissage interne, mais ne doit pas durer très longtemps parce que ça ne permet pas d'accéder essentiellement aux sources de financement, surtout vertes ou sociales. Donc, il faut passer à un système de niveau maturité 2, c'est un système de données digitales. Ce système, comme traité tout à l'heure par mon collègue Nabil, donc ça se base sur une collecte digitalisée des données et des niveaux de preuve avec des photographies horodatées et la validation de 10 à 20% des données Terra. Ça permet un premier résultat assez intéressant de rendre le système éligible au financement concessionnel tel que l'UIB ou la BERT. Et le troisième niveau, c'est les données digitalisées. C'est le niveau 3 de maturité qui représente l'étape la plus avancée de la gestion des données d'impact, où à ce niveau, les indicateurs d'impact sont entièrement intégrés au système d'information et de gestion de la banque grâce à des flux de données automatisés et à des interfaces connectées avec les partenaires externes. Des technologies avancées telles que l'imagerie satellitaire, la télédétection et les systèmes d'information SIG sont utilisés pour vérifier à grande échelle les indicateurs environnementaux et géographiques. Et le niveau de preuve est considérablement amélioré et renforcé grâce à des pistes d'audit automatisées et à des mécanismes robustes de vérification externe, ce qui permet aux institutions surtout de produire des rapports d'impact audités et de soutenir l'émission d'obligations vertes, sociales ou de durabilité. Euh, mais bien que ce niveau exige des investissements plus importants et des capacités techniques plus avancées, et on revient encore aux capacités techniques, il offre le plus haut degré de crédibilité, d'automatisation et de passage à l'échelle. Donc, ce troisième niveau, il transforme la mesure d'impact en un outil stratégique de reporting, mais surtout de mobilisation de capitaux en répondant aux normes internationales les plus exigeantes. Ici, donc, on a essayé de mettre une matrice synthétique des niveaux versus les dimensions. Donc, si on parle par exemple de KPI économique,
Donc, le niveau 1, ça passe à travers des fiches terrain de papier avec des saisies Excel, ce qui implique des taux d'erreur de 15 à 20% et des délais d'élaboration et de production de rapports de 3 à 4 semaines. Si on passe au niveau semi-digital, donc le taux de complétude d'information augmente considérablement jusqu'à plus de 90% et on peut avoir les tableaux de bord remplis en un maximum de 48 heures. Mais si on passe au niveau digital et aux technologies avancées, donc on aura un reporting en temps réel vérifiable et audité. Euh, pour ne pas revenir aussi sur tous les indicateurs. Donc, on peut voir finalement les obligations vertes et de durabilité telles que le Green Bond, le Blue Bond ou le Sustainable Linked Bond. Donc, le niveau A ne permet pas de traçabilité et donc ça ne permet pas d'accéder à ce type d'obligation. Le niveau 2, c'est seulement un niveau de préparation. Euh, il permet d'être éligible aux finances concessionnelles, mais pas toujours accessible à la finance verte. Mais le niveau digital et technologique permet le plein accès parce qu'il permet de produire des rapports d'impact audités. Donc, on arrive à la question maintenant la plus concrète, comment passer d'une situation actuelle à un système de données d'impact vraiment solide. Donc, la réponse repose sur un processus en trois phases. Donc, la première phase, c'est la fondation donc, et le pilotage, où, avant tout achat d'outils, on pose les bases. Donc, c'est le dictionnaire de KPI, la structure de gouvernance avec les rôles clairs sur qui collecte, qui valide, qui arbitre, et un premier pilote d'échantillon sur une de chaîne de valeur maximum. Donc, cette phase va nous permettre de tester et de déterminer les principes de contrôle et d'assurance qualité. Et elle va être la base pour tout le processus. Elle peut être un peu lente, mais vraiment, elle va constituer la base pour aller aux étapes prochaines de bon pied. La phase 2, c'est le déploiement digital. Donc là, les équipes, il faut les équiper de formulaires, d'outils mobiles, des tableaux de bord opérationnels et surtout des tableaux de contrôle qualité mensuel. C'est aussi le moment d'un premier test éventuellement de tester la télédétection, les équipements SIG. Et ici, je peux donner un exemple local avec, pas avec une banque, mais avec une entreprise de transformation de tomates, donc qui fournit des intrants aux agriculteurs et qui utilise la SIG pour suivre l'évolution de la production, la santé des plantes, les besoins, l'évolution de toute la campagne, mais surtout pour contrôler aussi si l'agriculteur a commencé la cueillette, la collecte des tomates et s'ils vont assurer par la suite le remboursement. Donc, ils peuvent suivre cet agriculteur s'il va fournir vraiment toute la quantité parce que ça leur permet aussi d'estimer les rendements. Donc, comme ça, ils peuvent suivre, ils peuvent garantir plus ou moins que cet agriculteur financé au préalable par l'entreprise et va fournir toute sa production à l'entreprise et il sera dans la capacité de rembourser ce qu'il a reçu au début. Et la troisième phase, c'est les technologies donc avancées et le passage à l'échelle avec l'intégration complète des pipelines de données automatisées et un reporting et un contrôle audit externe et la généralisation de l'utilisation des proxys géospatiaux
mais pas comme ça, à tort et à travers, mais selon le besoin de la banque. Donc, finalement, aucune institution ne fait tout en même temps. On commence simple, on démontre la valeur sur un périmètre ou un pilote, et finalement, on étend et on avance pas à pas. Donc, si on veut finalement euh, synthétiser, ce que nous devons retenir, c'est que, premièrement, les 5 points clés, c'est le premier point, c'est la technologie ne range pas le désordre, elle le fige. Si vous digitalisez sans avoir clarifié vos définitions, vos formules, vous ne faites qu'automatiser des données incohérentes. Le deuxième point, c'est les meilleures données existent déjà, donc il faut regarder en profondeur ce que nous avons comme données, quelles sont les sources à moindre coût, et par la suite, on va au-delà de ça pour vérifier dont on aura besoin. Et troisièmement, un système proportionné vaut mieux qu'un recensement parfait, donc on travaille essentiellement sur des échantillons parce que l'exhaustivité demande beaucoup de ressources et ça peut prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent, donc il faut être clair sur cet aspect. Le quatrième point, c'est les données qui doivent être toujours des données vérifiées pour être reportées. Et finalement, la digitalisation, c'est pas un interrupteur où on appuie dessus et tout devient au clair, mais c'est un chemin qu'il faut emprunter pas à pas et on ne peut pas comme ça sauter d'une situation manuelle à une situation totalement digitalisée. Donc, merci pour l'attention et je passe la parole à Anaïs pour voir surtout avec les témoignages des collègues. Oui, merci beaucoup pour cette analyse bien complète. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Kojovi Lagno pour qu'il puisse nous donner un petit peu plus d'informations sur la gestion des données de la part du MIFA au Togo. À vous la parole, Kojovi. Merci, Madame Anaïs. Permettez que je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, si vous pouvez le mettre en plein écran, ce serait super. C'est bon? Oui, parfait, merci beaucoup. Merci, Anaïs. Merci également à Nabil qui ont décrit parfaitement le cadre général du processus de gestion des données. Alors, moi, je vais vous présenter le cas typique du mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA du Togo. Le contenu tourne autour de 3 points clés, comme l'a décrit mes prédécesseurs aussi, de la gestion manuelle, on est passé à la gestion digitale, aux solutions digitales développées pour pouvoir gérer les données. 6 points sont construits autour duquel sera discutée notre présentation. Et il y a l'objectif du webinaire qui n'est plus à présenter. Madame Anaïs en a parlé et mes prédécesseurs également. Donc, nous allons parler des systèmes manuels et comment les données sont fragmentées quand nous étions dans la gestion manuelle. Donc, des outils manuels, nous sommes passés vers la digitalisation. Ensuite, nous allons aborder la gestion des données, les bénéfices que nous en tirons aujourd'hui en digitalisant le processus de gestion des données au sein de notre institution. Et enfin, nous allons présenter le parcours du MIFA dans cette affaire et les solutions concrètes qui ont été développées. Objectif, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a les indicateurs d'impact fiables, l'évolution des pratiques au niveau du MIFA et les solutions adaptées que nous avons eu à trouver. Au niveau des systèmes manuels et des données fragmentées, qu'est-ce qui nous a mené à même à titrer même le slide comme ça? C'est vous dire que dans un premier temps, au mécanisme incitatif de financement agricole, nous avons développé les fiches de collecte manuelles. Et il y en a pratiquement 3. La toute première, c'est pour avoir les données de référence sur les principaux bénéficiaires demandeurs de crédit auprès de notre institution. La deuxième fiche ou le deuxième outil, c'est pour le suivi
de ces bénéficiaires-là sur le terrain. Et un troisième outil, une troisième fiche de collecte qui concerne la capitalisation et la mesure des impacts réalisés après le financement sur le terrain. Ces travaux-là sont faits par nos agents de terrain qui sont dans les zones, dans les différentes localités, qui collectent les informations sur nous à l'aide des fiches de collecte. Et nous faisons une centralisation de ces informations-là. Une fois que les données sont centralisées par les agents de collecte, tout est convoyé vers la direction générale où nous passons à la saisie et à la compilation des données au niveau de la direction générale. Alors, ce système de gestion manuelle de données comporte beaucoup de risques et de limites qui fait que nous avons réfléchi à passer à une étape supérieure qui est la digitalisation. Quels sont les risques ou limites auxquels nous avons fait face au niveau du système manuel? Il y a la fiabilité des données, la saisie qui peut s'avérer incorrecte par rapport à ce qui est collecté sur les fiches et un important volume de temps que nous consacrons à la saisie de ces données-là. Donc, dans un premier temps, nous sommes passés à l'application Kobo Collect où nous avons digitalisé les process, nous collectons les données et après la synchronisation, nous obtenons directement les informations à notre niveau que nous traitons. Nous considérons cela à notre niveau comme une première étape vers la digitalisation parce que juste après, il y a eu encore d'autres solutions digitales qui ont été développées. Kobo Collect répondait parfaitement nous, à notre souci par rapport au temps qui est consenti au niveau du système manuel. Néanmoins, par rapport au souci de conservation de la base de données sur le long terme et à la manipulation, nous avons choisi d'aller vers d'autres solutions digitales beaucoup plus sécurisées. C'est là que nous avons abouti à la création d'une application personnalisée DataWise. Dans DataWise, nous avons toutes ces informations dont nous avons besoin, que ce dont nous avons parlé au niveau de la gestion manuelle. Et il y avait quelques limites qui se posaient aussi en ce qui concerne la collecte des données hors ligne, la collecte des coordonnées GPS, la collecte d'autres informations beaucoup plus utiles qui nous permettent de faire la traçabilité des informations collectées. Donc, de DataWise, nous sommes passés maintenant à MIFA Information System. Dans MIFA Information System, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre les bonnes décisions. Et une fois que les agents rentrent les informations et synchronisent les informations, nous pouvons extraire la base de données sous forme Excel et on fait une analyse centralisée à notre niveau. On sort les indicateurs et on voit un peu la performance du travail qui est en train d'être fait ou les impacts que notre institution est en train d'avoir sur les principaux bénéficiaires. Il y a quant à la géolocalisation que nous recevons au niveau de la base de données. Après avoir extrait ces géolocalisations, nous produisons des cartes thématiques avec les signes, notamment le logiciel QGIS, qui nous a permis de cartographier, de mettre sous forme de cartes avec les zones repérées, les zones d'intervention, les acteurs, leur positionnement et leurs cibles et tout, qui nous donne une vue d'ensemble sur l'exploration qui est en train d'être menée sur le terrain. Alors, une fois que nous avons les données, comment est-ce que nous les traitons? Donc, il y a ici, nous parlons du rôle de toutes les équipes. Disons que une fois que nous avons développé les applications mobiles, ça nous a amené à acheter des tablettes. Ça ne sera plus des collections sur téléphone Android que les agents utilisaient avant, les tablettes directement. Donc, nous avons une équipe IT qui veille chaque jour à la mise à jour de ces tablettes-là pour qu'aucun agent n'ait de soucis sur le terrain pour pouvoir collecter les données. À la direction des opérations techniques que nous avons la responsabilité de diriger, nous définissons clairement les indicateurs et la validation de tout ce qui se fait sur le terrain, ce qui nous permet d'avoir un tableau de bord dynamique qui illustre au jour le jour les informations qui ont été collectées sur le terrain. Une mise en forme et vérification des informations collectées est systématiquement effectuée et certains agents peuvent être affectés et appelés et affectés dans d'autres zones pour collecter des données supplémentaires par rapport à des données manquantes. Mais nous avons pris le temps de designer l'application de telle enseigne qu'il y ait des contrôles,
champ obligatoire pour pouvoir obtenir au moins la substance importante pour suivre les opérateurs bénéficiaires de nos services. Le coût, qu'est-ce que cela nous a coûté? Quels sont les bénéfices que nous en tirons de notre processus de digitalisation, du manuel vers la digitalisation? Il y a un investissement initial dans le serveur. Il y a toute une chambre technique ici actuellement que gère les IT. Il y a les tablettes qui nous servent de support. Il y a la formation des équipes et la maintenance technique de tous ces équipements-là. Le bénéfice, je le disais tantôt, au niveau du système manuel, il y a un important volume horaire que nous consacrons à la saisie de ces informations-là. Mais là, ici, avec la digitalisation, nous gagnons en temps, en fiabilité des données. Et pour prendre une décision, on n'a pas titubé. On prend des décisions vraiment éclairées, basées sur les données réelles que nous avons obtenues du terrain. Je reprécise que nous, notre cible est clairement définie. Nous ne finançons que l'agriculture, les producteurs agricoles, les petits producteurs, les coopératives et quelques entreprises PME. Et donc, nous avons besoin de ces données réelles pour suivre la croissance de toutes ces entités et orienter aussi nos produits financiers qui ont été mis en place au profit de ces opérateurs-là. Tout nous disons qu'avec la digitalisation, nous avons une vision réaliste. Il s'agit d'atteindre les objectifs avec des données fiables. Donc, la digitalisation, pour nous, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen d'obtenir des données de qualité pour mesurer effectivement l'impact sur le terrain. Les solutions concrètes que nous avons développées pour revenir là-dessus avec le parcours du MIFA dans le processus de gestion des données, nous sommes passés de la gestion manuelle des données à la gestion digitale. Dans la gestion digitale, il y a le DataWise, je l'ai décrit tantôt, le MIFA Information System. Maintenant, il y a une précision ici, c'est AFIS. Quand nous avons décidé, la direction générale a décidé de financer l'agriculture biologique et que nous avons réuni toutes les informations, on a compris que dans l'agriculture biologique, pour qu'une agriculture, une production soit certifiée biologique, il y a tout un système de contrôle interne. Donc, à notre niveau, nous avons pris le temps de digitaliser ce système de contrôle interne qui confirme et certifie que tel opérateur est en train de faire la production biologique pour que les produits financiers destinés à la production biologique leur soient affectés. Ou du moins, c'est sur ces produits financiers-là qu'on les finance. Ce qui nous a amené à développer l'application AFIS qui nous a permis de suivre la traçabilité, d'établir la traçabilité dans la production biologique. Alors, avec AFIS, pour prendre les décisions de financement, production biologique ou production non biologique, c'est beaucoup plus facile pour nous. Avec les informations que nous avons dans l'application, quant à la superficie emblavée, la spéculation, la localité, les prix, la production ou le rendement obtenu, tout devient facile pour nous. En un clic, une fois que les informations sont rentrées dans le système, sur le terrain, nous avons les informations utiles pour pouvoir prendre les décisions. Les leçons apprises. Il y a tout d'abord une résistance au changement initial parce qu'on passe d'un système vraiment manuel à un système numérisé. Il y a ensuite un besoin de formation continue. Il nous a fallu de former les équipes, de leur montrer combien c'est beaucoup plus optimal pour toute la boîte et eux aussi d'utiliser l'application et comment l'utiliser. Donc, on a compris par la fin qu'il y a une adaptation progressive des équipes. Et pour pouvoir arriver à cette étape-là, il nous a fallu je ne sais pas, un soutien technique assez important à l'endroit des équipes pour pouvoir assurer progressivement cette transition-là. Ce que nous pouvons retenir de notre expérience, c'est que derrière chaque indicateur de développement se cache une donnée. Derrière chaque bonne politique se cache une donnée fiable. Et derrière chaque, comment appelle-t-on, sorry. Derrière chaque impact qui se réalise sur le terrain à travers notre institution, c'est un système de gestion des données vraiment performant qui nous amène à ce niveau-là. Voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. S'il y a des questions,
Je suis preneur. Ça nous permettra de rentrer beaucoup plus dans le détail et vous donner des réponses précises par rapport à votre demande. Merci beaucoup et voilà, je repasse la parole à Madame Anaïs. Merci beaucoup, Coach Jovi. C'est très important de voir au niveau de, d'une structure, de voir quelle est l'utilisation et quels sont les processus justement de gestion des données. Maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Béchir Ben Brika pour qu'il puisse nous présenter un outil qui est le Smart Farm. Donc, je vous laisse la parole. Si possible, de bien rester dans les 5 minutes. Restez avec nous, les Oui, participants, et on a... oui, pas de on- souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. Est-ce que vous m'écoutez très bien ou bien? Euh, oui, on vous entend. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, ou OK. si vous voulez aussi, Donc, vous pouvez aussi. merci tout d'abord pour l'invitation. Je pense que Partager avec vous une présentation. Béchir, je Est-ce pense que que c'est si bien si partager vous avec vous enlevez, la présentation? oui, ça arrive. Je pense que si vous enlevez la vidéo, peut-être que la connexion sera Ah, oui. meilleure. OK. OK, très bien. Est-ce que c'est bien comme ça? Euh, oui, si vous pouvez mettre en Allô? plein écran. OK, tout de suite. Est-ce qu'elle est en plein écran maintenant ou non? Non, pas encore. Ouais, Est-ce sinon, que c'est bon là? C'est en plan? oui, oui, allez-y. Ok, très bien. Alors, donc, je vais commencer rapidement. Donc, je me présente tout d'abord. Béchim Brik, le fondateur de l'entreprise technologique Smart Farm. Smart Farm, en fait, c'est pour une agriculture durable et intelligente. C'est une solution d'aide à la décision pour l'irrigation tout d'abord, qui est composée par trois parties. La première partie, c'est l'outil elle-même, donc la partie hardware, qui collecte des données à la fois météorologiques et des données de l'état hydrique du sol. Une plateforme intuitive et intelligente pour traiter toutes ces données collectées par le dispositif connecté. Et la troisième partie, c'est le suivi et l'accompagnement et aussi l'assistance technique. Tout à l'heure, dans les présentations, déjà, vous avez parlé de la complexité peut-être des données, la fiabilité des données, le traitement de ces données, aussi la barrière d'entrée de la technologie pour les agriculteurs. Donc, c'est pour cela notre solution, elle est basée sur la technologie, OK, mais on fait l'assistance et le suivi avec nos clients pour débarrasser de cet obstacle technologique et familiariser cette technologie et la simplifier pour l'utilisation chez nos clients. Donc, vite fait, donc, le capteur, il donne des données donc, à plusieurs niveaux, donc, de l'air et de sol. Donc, la deuxième partie, c'est la partie plateforme où on peut visualiser et superviser les données collectées par les centres. Et on utilise aussi les prévisions météo et les images satellites pour qu'on peut donner des recommandations intelligentes d'irrigation et faire le suivi en temps réel de nos clients. Donc, pour l'accompagnement, donc c'est un service qui est un service primordial pour nous, qui assure la continuité et aussi la qualité des données collectées par le capteur. Et il donne les informations pour arriver à les résultats attendus par notre solution. Donc, aussi pour le suivi et l'accompagnement, c'est pas principalement que par des ressources humaines, mais on a introduit aussi des chatbots intelligents pour que l'assistance soit 24 sur 24, 7 sur 7, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est déjà bien apprentie et toujours en apprentissage. Donc, rapidement, je prends cette statistique qui est didactée par nos clients. Donc, c'est une cartographie qui représente les cultures les plus gérées par notre solution. On a plus que 15% sont de grandes cultures.
23% de cultures maraîchères et 62% ce sont des cultures, l'arboriculture. Donc, on a beaucoup de données, et on a beaucoup des statistiques, mais je prends quelques indicateurs pertinents. Donc, les zones qu'on travaille, donc on existe dans 9 pays, à part la Tunisie. Et dans la Tunisie, on se trouve dans en fait, dans le 18 gouvernorats par rapport aux 24 existants dans la Tunisie. Donc, les KPIs agronomiques et impact terrain en 2025, on a plus que 52 agriculteurs bien formés sur l'irrigation, 56 analyses de sol élaborées, 31 rapports techniques générés et plus que 50 clients en état de suivi. Donc, les indicateurs de suivi aussi, on fait les indicateurs de l'économie de l'eau de l'irrigation, la fréquence des irrigations, l'évaluation de l'état humide du sol, l'adoption de l'outil par les agriculteurs et l'utilisation de recommandations d'irrigation. Donc, quelques dashboards de notre solution web qui peut nous permettre à la fin de chaque saison une visibilité sur plusieurs indicateurs de performance sur la totalité de saison. Donc, par exemple, l'économie d'eau qu'on a réalisée, l'augmentation de production réalisée par rapport à la saison dernière, le bilan hydrique annuel, tout ça, ce sont des indicateurs générés chaque saison. Aussi, j'ai pris un exemple pertinent ici. Par exemple, on a un client qui fait le suivi avec notre sonde. Donc, il est en train de faire de l'irrigation 12 heures, donc chaque 24 heures. Donc, on a constaté qu'il y a une chute de l'eau. Donc, et l'état hydrique, on passe de 100 à 20%. Donc, il est en train de faire de gaspillage énorme d'irrigation. Donc, après l'utilisation de notre solution, on a passé de 12 heures d'irrigation à 1 heure d'irrigation journalier. Et on a en fait, la parcelle, donc elle est en état de confort hydrique entre 100 et 75% journalier. Donc, et ça, c'est représenté par l'image satellite ici. Donc, on a passé par une mauvaise gestion d'irrigation et une mauvaise répartition de l'eau. Après, on a une bien répartition de l'eau et une parcelle bien homogène. Donc, voilà cette présentation et merci pour votre attention et je suis là pour votre question. Merci beaucoup, Monsieur Bembrica, pour la présentation de cet outil qui agit au service de l'agriculture. Maintenant, j'ouvre enfin, je me tourne vers les participants. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever votre main virtuelle. On vous laissera la parole. Et en attendant, je vous laisse une ou deux minutes pour pouvoir poser vos questions si vous le souhaitez. Je voudrais laisser la parole à Monsieur Claude Thor si vous souhaitez intervenir. Sinon, on passe directement aux questions. Ou alors, merci beaucoup Anaïs. Bonjour à tous et merci beaucoup Nabil, Nejib, Kodjovi et Béchir pour les présentations. Peut-être juste rappeler en fait pourquoi ce besoin de KPIs, ça a été évoqué dans les précédents séminaires, mais c'est quand même très important, c'est pour quand même justifier un impact et en vue soit d'utiliser des ressources concessionnelles, soit accéder à de nouvelles ressources sur lesquelles on base un ensemble d'indicateurs non financiers. Une remarque, je pense que tous ces KPIs, très souvent, on va essayer de les relier à une taxonomie, c'est-à-dire ils vont concerner le portefeuille de la banque. Et donc, le sujet de la taxonomie est un sujet très important, notamment pour la partie environnementale en particulier. Et établir cette taxonomie va beaucoup aider, notamment pour la mise en place des calculs paramétriques quand on va calculer les sujets eau, carbone, biodiversité, etc. C'est sans doute important. Une remarque aussi, souvent les méthodologies, il faut expliciter, ça a été dit, peut-être insister là-dessus, sur le cadre normatif de ces différentes méthodes pour pouvoir faciliter les audits ultérieurs.
La présentation enfin, les présentations étaient excellentes et reflètent bien la réalité des différentes banques avec lesquelles on travaille, par exemple côté AFD. Et ce qui est important à bien voir, c'est que même dans le meilleur niveau, le niveau 3, où tout est digitalisé, euh, à la fin, on a quand même besoin du facteur humain pour le contrôle, pour y compris même parfois le suivi terrain, notamment quand il s'agit de l'environnement sur les sujets des pratiques agricoles qui sont très difficiles à capter, même avec les images satellites. Donc, mais de toute façon, c'est quand même un appel à l'action, même si c'est imparfait, comme on l'a dit, et proportionné. Il faut vraiment démarrer là-dedans, dans ce travail sur la mesure d'impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude, pour votre intervention. Je vois aussi que parmi les participants, on a la chance d'accueillir Madame la secrétaire générale d'Afraca, Annie-Carole Ngo Bakang. Si vous souhaitez participer, c'est avec plaisir que j'ouvre votre micro pour que vous puissiez intervenir si vous le souhaitez. Je sais qu'on a aussi quelques collègues de Bagri Niger, d'autres membres du MIFA SA du Togo, et ainsi que le Crédit Agricole Maroc et la Banque Agricole du Sénégal. Si l'un d'entre vous souhaite participer, n'hésitez pas. Et si nous n'avons pas de questions, et aussi nos collègues du CDC Bénin, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Et avant que je conclue le webinaire, si vous n'avez pas de questions, je vais lancer le dernier petit sondage qui va bien conclure ce webinaire. Donc j'espère que vous avez tous devant votre écran les deux dernières questions. La première est à quel niveau de maturité situez-vous votre institution aujourd'hui? Donc le niveau 1, niveau manuel, niveau 2, semi-digital, niveau 3, digital et tech. Et ou bien est-ce que c'est difficile encore à définir au niveau de votre institution? Et la dernière question, quelle est votre priorité pour les 6 prochains mois en matière de gestion des données? Est-ce que c'est plutôt construire un dictionnaire d'indicateurs et standardiser les formulaires ou bien déployer les formulaires mobiles structurés et un système de validation, ou encore intégrer des proxys satellitaires ou SIG pour la vérification environnementale ou bien mettre en place des contrôles qualité mensuels et des boucles de feedback. Donc le temps que je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre et surtout n'hésitez pas les collègues si vous souhaitez intervenir, euh, je, je vous laisse la parole volontiers. Je vois qu'on a déjà quelques réponses. Euh, Et j'en profite aussi pour remercier encore une fois nos collègues Nabil Kesraoui et Nejib Agili qui nous ont accompagnés sur ces 3 sessions de webinaire. Ça a été une collaboration très fructueuse à chaque fois. Et évidemment aussi nos deux panélistes du jour, Monsieur Kojo Villagno et Béchir Bembrika, qui ont apporté des informations plus pratiques qui sont toujours très utiles, et évidemment Monsieur Claude Thor qui a accepté de partager aussi euh, son opinion sur le sujet. Et je vais finir le poll et partager les résultats qui devrait maintenant apparaître devant votre écran. Donc, pour les niveaux de maturité, 40% des participants le situent au niveau 2, donc semi-digital. L'autre 40% au niveau 3, digital et technique. Donc, personne ne le situe au niveau manuel. Mais certains, 20%, estiment que c'est assez difficile à dire pour le moment. Et ensuite, quelles sont les priorités pour les 6 prochains mois en matière de gestion des données? 50% d'entre vous ont mentionné le fait de déployer des formulaires mobiles structurés, et 25% estiment que ce sera d'intégrer des proxys satellitaires ou SIG pour la vérification environnementale. Et enfin, les derniers 25% de mettre en place des contrôles qualité mensuels et des boucles de feedback. Donc voilà. Puisque je ne vois
pas de main levée. De toute manière, j'ai inséré dans le chat le contact de la plateforme AgriPDB si vous souhaitez nous poser vos questions par mail plus tard. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Et merci à tous de votre participation. Donc c'est comme ça que se conclut cette série de webinaires, mais on est évidemment ouvert si vous avez des envies, des idées de thèmes qui sont liés aux indicateurs clés de performance que nous n'avons pas encore abordés. On reste à votre écoute si vous avez besoin de plus d'approfondissement. Donc merci encore une fois à Merci. tous nos panélistes et je vous Merci souhaite beaucoup, Anaïs, pour toute cette belle collaboration et surtout pour la facilitation et la très bonne coordination. Merci beaucoup. merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Très Merci, au bien, revoir. Merci, Merci. j'imagine allez, Au également revoir. sur Nabil. Merci pour la coordination. Au revoir. merci, À la Au prochaine. revoir. merci. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.